Le jeudi 24 octobre 1929, la bourse de New York s'effondre, c'est le jeudi noir. De nombreuses banques et entreprises font faillite. Les usines s'arrêtent ou tournent au ralenti, le chômage s'envole. Après l'Amérique, la pénurie et la misère gagnent l'Europe. La France, moins liée aux États-Unis que d'autres pays, n'entre dans la crise qu'à partir de 1932. En 1935, le chômage a atteint le niveau record pour la France d'1 million de chômeurs. Dans ce contexte, comme ailleurs en Europe, l'extrême droite organise diverses manifestations. En février 1934, l'une de ces manifestations, organisée à Paris devant la Chambre des députés, tourne à l'émeute. Le bilan est lourd, un mort chez les forces de l'ordre et plus de 1000 blessés. Beaucoup de blessés décèdent dans les jours qui suivent. Les partis de gauche s'unissent pour défendre la République menacée par les violences des ligues d'extrême droite. Cette union, qui prend le nom de Front populaire, regroupe la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, le Parti radical et le Parti communiste. Le Front populaire entend aussi défendre ceux qui souffrent de la crise économique. Le Front populaire se présente aux élections législatives de 1936. En mai 1936, le Front populaire remporte les élections. Le Front populaire dispose de la majorité absolue à la Chambre des députés. Dès le lendemain, dans la liesse populaire, on assiste à une vague de grève sans précédent, avant même que le gouvernement ne soit en place. Les ouvriers sont impatients de voir des réformes pour améliorer leur sort. Du 11 au 25 mai, les grèves touchent tous les secteurs, les ouvriers occupent les usines. Au début juin, la France compte 2 millions de grévistes. Le 4 juin 1936, Léon Blum, leader de la SFIO, devient président du Conseil. C'est la première fois qu'un socialiste devient chef du gouvernement en France. Léon Blum s'entoure des ministres socialistes et radicaux. Les communistes soutiennent le gouvernement de Léon Blum mais refusent d'y participer. Léon Blum va d'abord chercher à ramener la paix sociale. Il réunit le patronat et les syndicats à l'hôtel Matignon, siège du gouvernement. Le 7 juin 1936, le patronat de la Confédération générale du travail, CGT, signe les accords de Matignon. Les salaires sont augmentés de 7 à 15%. Les droits syndicaux sont réaffirmés et des conventions collectives deviennent possibles au niveau des branches professionnelles. Un ensemble de lois, votées dans la foulée, complète les accords de Matignon. Limitation de la durée du temps de travail à 40 heures par semaine, sans baisse de salaire.
Institution de congés payés obligatoire de 15 jours par an. 14 juillet 1936, les partisans du Front populaire défilent à Paris entre les places de la Bastille et de la Nation. Les chefs du mouvement sont présents, notamment Blum pour la SFIO, Daladier pour les radicaux et Thorez pour les communistes. Les mesures adoptées font régner une atmosphère d'euphorie dans le monde ouvrier. À l'été 1936, beaucoup de salariés partent pour la première fois de leur vie en vacances. Dans les mois qui suivent, des milliers d'accords sont conclus entre le patronat et les syndicats. Irène Joliot-Curie, première femme à entrer dans un gouvernement en juin 1936, occupe le poste de sous-secrétaire d'État à recherche scientifique. Avec Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, et Jean Perrin, prix Nobel de physique, Irène Joliot-Curie initie une politique qui aboutira à la création du CNRS en 1939. Avec Léo Lagrange, le gouvernement facilite la pratique du sport et développe les auberges de jeunesse. Pour relancer l'économie, le gouvernement lance un plan de grands travaux. Blum regroupe et nationalise les compagnies de chemin de fer, ce qui aboutira à la création de la SNCF en 1937. Il mène également une politique de nationalisation dans l'aéronautique et les industries de la défense. En juillet 1936, le gouvernement réforme le statut de la Banque de France et fait de l'État sa puissance tutélaire aux grandes dames des actionnaires. En octobre 1936, la situation monétaire est telle que le gouvernement est contraint de dévaluer le franc de 35%. Cette situation monétaire accroît davantage encore l'hostilité de la droite au Front populaire. L'extrême droite se déchaîne contre Léon Blum, qui devient l'objet d'injures antisémites. Le ministre de l'Intérieur, Roger Salengro, victime d'une campagne de diffamation, se suicide en novembre 1936. Les milieux d'affaires placent leurs capitaux à l'étranger. La fuite des capitaux et la dévaluation du franc relancent l'inflation. En quelques mois, les prix augmentent d'environ 20%. L'inflation annule les augmentations de salaire et l'euphorie fait place à la déception. D'autant que le chômage ne diminue pas. Par ailleurs, la guerre civile en Espagne, qui fait rage depuis juillet 1936, divise les partisans du Front populaire. Léon Blum refuse d'engager la France aux côtés des républicains espagnols. Le Parti communiste quitte alors le Front populaire, ce qui sonne le glas du gouvernement. Actant de l'échec du Front populaire, Léon Blum démissionne en juin 1937.